D'écrire, comprendre, prévoir, communiquer, décider. Décider, c'est la partie la plus délicate. Et c'est pour ça que vous êtes cadre A de la fonction publique. C'est que vous n'êtes pas des exécutants, vous êtes des décideurs. Quand vous décidez, c'est qu'à un moment, vous prenez un risque. Et vous prenez le risque pour l'élève. Et ce n'est pas l'élève qui porte votre risque. C'est vous qui prenez le risque pour l'élève. Et votre responsabilité s'engage au moment où vous dites quelque chose à l'élève, que vous décrivez à l'élève, que vous comprenez, faire comprendre l'élève, que vous communiquez à l'élève. C'est à ce moment-là, ce que vous allez lui dire à ce moment-là, vous en êtes comptable devant l'élève. Parce que lui, il va vous croire sur parole. Et il va le faire. Je vous donne un exemple, un tout petit exemple sur cette question-là de la décision. Il y a dans la vidéothèque du CRIA une très belle vidéo sur un prof de SVT débutant qui se fait bien charcuter par une classe de 4e sur un cours qui portait sur la respiration. Donc il fallait qu'il essaye d'expliquer à ces gamins-là que grosso modo la respiration c'est pas volontaire, c'est quelque chose qui heureusement est inconscient et qui nous permet de pouvoir exister, parce que si à chaque fois on devait se poser la question de respirer, on mourrait tous, autant qu'on est. Sauf que c'est un grand moment de solitude pour le collègue, parce qu'évidemment les gamins ils s'en foutaient un petit peu de ce qu'ils nous racontaient et on voyait jamais les gamins. On entendait le brouhaha mais on voyait jamais les gamins. Autoconfrontation. Donc évidemment, il y a un expert. Déjà, rien que ça, moi, ça me pose problème. Il y a l'expert qui va dire au petit, là... Et à un moment, il s'arrête sur l'image parce que le collègue, il fait un truc absolument, je trouve, génial. Il ne trouvait pas de solution didactique. Il n'arrivait pas. Et pédagogique, du coup. Et puis à un moment donné, il dit, bon, écoutez, c'est simple. Il dit, je mets les mains devant les yeux, comme ça. Vous voyez, je respire. Alors, sur un plan scientifique, il égale 0, hein. Non, mais là, on perd tous les sens. Voilà. Mais, à votre avis, une classe en vrac. Sauf que la caméra, tellement surprise parce que le prof est, elle bouge et on voit des gamins. Qu'est-ce que font les gamins? Ils écoutaient tous. Ils écoutaient tous. C'est-à-dire que le seul moment où le prof a été bon, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il a créé quelque chose dans la classe qui a fait qu'il a récupéré la classe. Ça n'a pas duré longtemps. Et là, l'expert lui dit, là, tu vois, tu viens de les perdre. Pourquoi tu as fait ça? Bah, au contraire, c'est le seul moment où il les avait gagnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette question de la décision qui fait qu'à un moment donné, vous prenez la décision de produire quelque chose avec votre corps, avec votre parole, avec votre geste, etc., ça va avoir un impact sur les élèves. Ne croyez pas que ça n'a pas d'impact. Arrêtez de penser ça. Les gamins, au bout de 2 minutes, quand ils rentrent à la maison le premier jour de classe, ils ont catégorisé tous les profs, ils savent exactement tout. Et ils vous surveillent 24 heures sur 24. Ils vous évaluent en permanence. Vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous, à vous évaluer. Ils vous évaluent en permanence. Donc, ils sont tout le temps vigilants sur ce que vous proposez. Ils vous donnent le sentiment de ne pas être là, mais ils sont là. C'est exactement ce que montre Vors. Ils ne sont pas là, mais ils sont là. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous prenez une décision, sachez que vous avez en face de vous des gens qui vont être attentifs et qui vont prendre. Ils vont vous donner le sentiment de ne pas entendre, mais ils vont prendre et ils vont tenter le truc. Peut-être pas devant vous, parce qu'ils ne vont pas se prononcer devant vous, mais ils le feront quelque part. Pour la petite anecdote, quand même. Quand on interroge les élèves sur les enquêtes locales de climat scolaire et qu'on leur demande quel est le personnel dans l'établissement en qui vous avez le plus confiance, 85% des enfants répondent « prof ». Trouvez-moi un chef d'État qui fait 85%. 85% des gamins, quel que soit l'établissement, quel que soit l'établissement, c'est aussi entre 80 et 88. 85%. Deuxième question, quelle est la personne la plus injuste dans l'établissement? Prof, 85%. Fort et juste. Fort et juste, jusqu'au moment où la force prend le pas sur la justice. Et là, c'est la rupture. C'est exactement les travaux d'un excellent auteur que je vous conseille. Dire grosso modo, il interroge des gamins qui sont en rupture avec l'école, qui ont décroché, le fameux décrocheur scolaire, et puis il essaye de voir à quel moment ça s'est passé, le décrochage. Il fait un travail, vous savez, d'archéologie, il fait un peu ce que Foucault faisait, il descend pour trouver le moment. Il n'y a pas un moment où ça ne se passe pas dans une discipline. C'est-à-dire que le décrochage scolaire, c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute à la société, c'est pas la faute à l'école, c'est la faute à la discipline. C'est-à-dire c'est notre faute. C'est nous qui sommes la cause, dans notre quotidien professionnel, de faire décrocher les élèves, parce qu'à un moment donné, on va avoir un mot, on va avoir un geste, on va avoir une attitude qui va faire que le gamin dit « Ok, c'est bon, c'est plus pour moi ». Et l'EPS n'est pas exempt, figurez-vous. Alors les maths et le français sont bien en avance, mais nous, on est pas mal dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'on a un corps. Et
qu'un enfant, quand on touche à son corps et qu'on le met à un moment donné en difficulté devant les autres, ça se voit tout de suite, ça. Ouais. Prendre la décision de dire à un gamin, bon écoute, tiens, tu vas nous montrer si tu sais pas faire. Hein? Vous y arrivez, vas-y, montre. Ah bah tu vois, tu n'y arrives pas. Hein, l'appui tendu renversé, vas-y, montre. Bah voilà, faut pas faire comme ça. Ah super. Génial. Super. Alors là, l'élément de comparaison, il y est là, il n'y a pas de problème. Et pour l'institution maintenant, donc on va aller sur le troisième volet, les bénéfices. Pour moi, il y a 3 bénéfices pour l'institution. Le premier bénéfice, c'est le diagnostic. C'est toutes les enquêtes qui sont aujourd'hui menées sur l'évaluation du système éducatif. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend quand même un certain nombre de choses, on confirme un certain nombre de choses. Le deuxième élément d'importance pour l'évaluation du système, ben, c'est la comparaison. Ben, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des comparaisons internationales qui nous permettent à un système éducatif à peu près identique de se comparer, non pas pour savoir s'il y en a un qui a le bras plus gros que l'autre, mais savoir à un moment donné ce que fait l'autre, le benchmark, hein, c'est ça, c'est essayer de comprendre comment on y arrive. D'ailleurs, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Vous savez que les Finlandais sont les champions de Pisa, mais vous avez Singapour qui est champion de Pisa. Et les deux, pour des raisons complètement opposées. Les Finlandais, parce qu'ils ont supprimé les disciplines, vous savez, ça c'est nouveau, hein, ça vient de sortir depuis cette année, il n'y a plus de discipline en Finlande. Alors, on va falloir qu'on s'accroche, hein, parce que si on prend le modèle finnois, on disparaît. Mais c'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que c'est pas la discipline qui prime, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'élève, et quels sont les supports, on s'en fout du support. Ce qui est important, c'est ce que ça produit chez l'élève. Ouais, ça change la donne. Hein. Tandis que le modèle singapourien, c'est, on veut voir qu'une 7, c'est le modèle confucéen, c'est-à-dire marche, sélection. Et bien les deux réussissent. Donc il n'y a pas de modèle. À nous de créer notre modèle. Oui, c'est intéressant les comparaisons internationales. Et puis la dernière chose, c'est conduire le changement, parce qu'on ne peut pas faire une politique éducative, on ne peut pas faire une politique de service public, surtout quand on s'adresse à 12 millions de gamins, sans à un moment donné être en capacité de changer les choses pour les faire évoluer. Alors maintenant, les coûts. Pour moi, les coûts, il y en a pour l'élève, hein, je reprends les mêmes, hein, pour l'élève, pour l'enseignant, pour l'institution. Pour l'élève, on les a connus, on les a déjà développés, vous les connaissez, ils ont été travaillés de longue date par des gens comme Pernoud, mais aussi aujourd'hui, on va retrouver ça dans le bouquin de Merle. Donc je vous les donne assez rapidement, mais on pourra revenir dans la conversation. Ce que j'appelle l'hétéronomie et la culpabilité, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, on enlève à l'élève la possibilité de pouvoir se juger lui-même, de construire son propre jugement. L'hétéronomie, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'autonomie. Ça t'appartient pas, ça m'appartient. Et la culpabilité, parce que quand à un moment donné, on place l'élève dans une situation d'échec, on lui renvoie sa propre culpabilité, parce que, in fine, c'est quand même lui qui l'apporte. Deuxième élément, le stress et la perte de confiance. Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants français sont les champions du monde du stress scolaire. Hein. Ça, c'est dans toutes les enquêtes, vous retrouverez ça des enquêtes épidémiologiques. Hein. Ils ont une peur bleue de l'école. C'est eux qui adorent le plus l'école, mais ils en ont le plus peur. On est très paradoxal en France, c'est comme ça. Mais en attendant, une chose est vraie, c'est que le stress va avec la perte de confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai peur d'apprendre, je ne suis pas prêt d'apprendre. Parce que c'est ça, le stress. Hein. C'est pas la peur de l'évaluation, c'est la peur d'apprendre. Quand on faisait passer, et vous verrez, on verra bien les résultats là, sur les évaluations obligatoires de CE1, 6e, etc. Vous savez qu'on est les champions du monde des non-réponses. Pas vu, pas pris. Quand j'étais proviseur d'un très gros lycée, dont je tairai le nom, évidemment, lycée de centre-ville, eh bien, j'avais des élèves qui avaient développé une stratégie absolument implacable en terminale S, c'est-à-dire ils venaient au premier contrôle, ils prenaient 14 sur 20 et on ne les voyait plus de l'année. À la fin, le prof n'avait aucun problème, sur APB, mettait 14 sur 20. Super. Donc il y en a certains qui se sentent un peu moins coupables que d'autres. Mais d'une certaine façon, on n'est pas prêt de les inculper, puisqu'ils peuvent continuer. Sentiment d'injustice et défaut de résilience. Juste fort. Sentiment d'injustice, c'est quelque chose de terrible chez les gamins. Et alors là, vous allez voir, ça va monter en charge. C'est de plus en plus, ça. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont parfaitement raison. Ils ont une vision de plus en plus claire et limpide des dessins de l'école. Et donc, quand ils sont face à une injustice, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Et va avec le défaut de résilience. C'est-à-dire que plus il y a d'injustice, moi, je suis capable, à un moment donné, de le pardonner. Donc, à un moment donné, soit je décroche, soit je suis violent.
Dernier élément, l'instrumentalisation des apprentissages et la résistance à l'effort. Ça veut dire quoi? Bah, ça a été très bien développé d'ailleurs dans les théories de l'attribution causale. Quand à un moment donné la causalité n'est plus l'apprendre mais d'être performant, bah, on n'apprend plus. C'est la surjustification. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles je suis quelqu'un qui préfère la compétence à la performance, parce que la performance, c'est une surjustification sur ce que produit l'élève, parce que quelque part, on le classe à partir de quelque chose qui n'est pas classable. Le fait qu'à un moment donné, les apprentissages soient uniquement pour être évalués ou pour être certifiés, le jour où vous enlevez la certification, aïe aïe aïe. On va le voir d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on en discutait avec Bruno, on va le voir sur les options facultatives EPS. Les options fac EPS, coefficient 2 au baccalauréat. Bamboula, hein. Terminal S, 36 points, 16 points x 2, 38 points, mention avec le PS. C'est l'option fac. C'est pas l'épreuve de PS, hein. C'est le club. L'option EPS, l'enseignement optionnel, il va compter de 10% dans 30%. C'est-à-dire, il va rien compter. Vous allez voir le nombre de gamins qu'il va y avoir. Voilà. Instrumentalisation des apprentissages, résistance à l'effort. C'est le rapport coût-bénéfice, encore une fois, bien analysé par les théories de la motivation. Pour l'enseignant, ben, les normes implicites de l'évaluation et les biais. Alors là, je vous ai vu, tout ça, ça a été ce que je voulais vous dire, je vous le dirai plus tard. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement ce que nous dit tout à l'heure, nous disait Pierre Merle, c'est que tout est implicite. Il n'y a rien d'explicite dans la construction de la note. Tout est implicite. Tout peut être démonté d'une façon absolument systématique. Vous avez une très belle étude qui a été faite par Monteil. Monteil est un chercheur en sciences de l'éducation qui travaille un peu de docimologie, qui est spécialisé en docimologie, c'est un des rares. Il a été recteur, Monteil, donc c'est intéressant de voir le point de vue du recteur. Et Monteil fait une étude, alors je vous la passe très vite, mais grosso modo, il prend des gamins considérés comme étant mauvais et des gamins considérés comme bons. Il leur fait passer un test. Donc il a 20 gamins, il en a 10 de bons, 10 de mauvais. Et il fait passer un test. Le test n'est pas corrigé, en fait, le test est un leurre. Et à la fin, il restitue les résultats. Et donc, il dit aux enfants, évidemment, plutôt les bons qui ont été mauvais et aux mauvais qui sont bons. C'est un leurre, hein, complètement faux. Et puis après, il leur donne une situation d'apprentissage et il évalue la situation d'apprentissage. Eh bien, figurez-vous que les bons qui ont été classés mauvais deviennent mauvais et que les mauvais qui ont été classés bons deviennent bons. Si ça, c'est pas de la manipulation mentale, ça prouve qu'on fait ce qu'on veut avec l'évaluation. C'est-à-dire qu'on manipule les enfants. C'est extraordinaire quand même comme étude. Alors je vous l'ai fait un peu vite, mais c'est exactement ça que ça dit. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on présente l'évaluation a plus d'importance que l'évaluation elle-même. Quand vous dites en séance 6, je vous préviens, dans 2 séances, c'est l'évaluation. Waouh! Ça y est, le contexte est posé. Le compte à rebours commence. Amusez-vous à regarder le taux d'absentéisme en séance 7. C'est intéressant. En général, les jauges montent dans ces cas-là. Eh oui. Encore une fois, communiquer, décider, c'est important. Le poids abyssal de la note. Voilà, la note, je vous disais, hein, c'est à l'école, c'est même pas la note, c'est pas l'évaluation, c'est la note est à l'école, ce que la cocaïne est. Voilà, la note. On a beau essayer d'inventer des tas de choses pour contourner la note, on y revient. C'est commode. C'est classant. Et on peut faire des moyennes en plus, c'est extraordinaire. On peut même penser qu'on est scientifique à un moment donné. Ça, on sait très bien faire. Au CAPES, on sait être scientifique. On fait des écarts-types, des machins, des trucs. C'est extraordinaire. Poids abyssal de la note. Les arrangements. Ce que disait tout à l'heure, là, on le retrouve. Mais alors, je ne vais pas avoir le temps de vous lire, mais il y a des trucs, mais vraiment croustillants, hein, de profs qui disent ouais, bah, ça se discute avec les gamins. Puis les gamins disent ouais, moi je discute avec le prof, je vais le voir un peu avant, on modifie l'exercice, voilà, ça se discute. Et c'est bien, ça prouve que c'est bien, ça veut dire que ça se co-construit. Mais ça veut dire aussi que derrière, la norme, le pouvoir et non l'autorité. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir, c'est de noter, mais c'est pas une autorité. Rendez-vous compte, la difficulté que l'on a quand à un moment donné, les inspecteurs viennent vous voir. Oula. Il n'y a qu'à l'école française où on peut comme ça balancer les notes. Pas de problème. Pour l'institution, confusion entre performance scolaire et réussite à l'école. Là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une école performante. Pas une école qui fait réussir, c'est une école performante. Ce qui n'est pas la même chose. Je vous rappelle, surjustification de la performance. C'est-à-dire qu'on qualifie la performance par rapport à des tests. La réussite, c'est pas les tests. La réussite, c'est ce que le gamin va devenir. Est-ce qu'il va rester à peu près droit ou est-ce qu'il va se casser la figure? C'est pas la même chose.
Primat de la réussite individuelle sur l'ambition collective. Ça, c'est mon grand cheval de bataille. C'est le jour où les profs n'évalueront plus l'élève dans la classe, mais la classe, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va bien, la classe? Est-ce que j'ai des indicateurs qui me permettent de dire que ça progresse globalement et que collectivement, ça progresse? Et j'en ai rien à faire de la progression individuelle. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde progresse. Parce que si tout le monde progresse, même le petit dernier, il va progresser. On déplace un collectif, on ne déplace pas des individus dans un collectif. Or, je vous rappelle que c'est la compétition de tous contre tous quand même. Hein. On ne fait que des notations individuelles. On est même foutu capable, nous, en éducation physique, de mettre des notes individuelles dans un sport collectif. Ça, c'est pour moi, ça a été la plus belle de mes énigmes. J'ai toujours pas résolu d'ailleurs. Comment on arrive à sortir une note individuelle dans un jeu interpénétré avec plein de personnes qui circulent. Toi, tu vaux tant. Waouh. Mais que vaut l'équipe? Est-ce que c'est pas plus important que vaut l'équipe? Comment on fait progresser une équipe? Belle interrogation. J'y penserai. L'évaluation, un frein aux apprentissages. Le poids des comparaisons sociales, c'est clair, c'est net. Plus on va évaluer le système éducatif, plus il va y avoir des éléments comparatifs, plus on va crisper les politiques éducatives au cours de les libérer. Et je pense qu'on est parti sur une compétition, cette fois-ci, qui n'est plus nationale, mais internationale. Et ça risque de nous amener dans le mur, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que l'école, c'est comme la politique et c'est comme la psychanalyse, ce sont des métiers impossibles. Parce qu'il en va de finalités qui nous échappent. Le gamin que vous avez aujourd'hui dans votre cours, qu'est-ce que vous savez de ce qu'il deviendra demain dans 20 ans? Rien. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que peut-être à un moment donné, vous aurez été un élément dans sa trajectoire qui lui permettra de prendre une option. C'est une très belle phrase d'Épictète qui dit c'est toute la problématique de l'éducation. C'est qu'en fait, on construit tout un système sur des finalités qui nous échappent tout le temps, puisque celle-là, elle nous échappe. Ah, et ça sonne. L'éclatement des modalités d'évaluation qui ne facilite pas la continuité des parcours scolaires, ça on en a parlé. Alors évidemment, l'arrivée de Parcoursup vient encore surajouter un élément supplémentaire, et l'évaluation comme un renforçateur des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'au bout du compte, plus on va évaluer, plus finalement on va faire le constat qu'il y a des inégalités, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les résoudre. Voilà, chers collègues, ce que je pouvais vous dire jusqu'à aujourd'hui. Merci.